Arrivé en France dans les années 80, son parcours a été semé d'embûches. Perte de son titre de séjour, années de galère, passage par la case prison avant de finalement obtenir gain de cause. Mais loin de baisser les bras, il transforme ses épreuves en force. En 2000, il reprend la gestion de l'hôtel Formule 1 de Roubaix et en fait un lieu d'accueil et de solidarité. Guidé par ses valeurs et sa foi, son travail a été salué par de nombreux médias. TF1, M6, RTL, RFI et bien d'autres ont raconté son histoire. Aujourd'hui, c'est dans Nuance qu'il vient partager son parcours, son engagement et sa vision d'un monde plus solidaire. Quitter son pays pour tenter une nouvelle vie à l'étranger, un rêve pour certains, une nécessité pour d'autres. Mais derrière les espoirs et les promesses se cachent aussi d'énormes défis. Comment s'intégrer, comment surmonter les épreuves quand on devient parfois sans papier? Quels sacrifices faut-il faire pour réussir loin de chez soi? Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions et pour y parvenir, je reçois aujourd'hui El Hadji Gora Diop, un homme au parcours hors du commun. Après plus de 40 ans en France, il a connu des hauts et des bas et surtout, il a appris à rebondir. Son expérience nous plongera aujourd'hui au cœur des réalités de l'immigration entre désillusion et réussite. Installez-vous confortablement. Nuance, ça commence tout de suite. Alors, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de votre magazine d'échange Nuance. Déjà, merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de votre magazine Nuance. Je ne vous remercierai jamais assez pour tous les partages et bien sûr aussi les commentaires et les retours. Très ravi aujourd'hui de vous retrouver donc pour ce second numéro. Bonjour El Hadji Gora Diop. Bonjour Tabara. Comment vous allez? Très bien. Ravi de vous accueillir. Pareillement. Alors avant de démarrer, tout naturellement, je pense qu'il est... je suis obligée de passer par cette case présentation, parce que vous allez voir que dans mes questions, va se glisser parfois le tu. C'est tout à fait normal. Pour ceux qui me suivent, vous le reconnaissez très certainement. C'est mon papa. Et pour ceux qui le découvrent aussi, vous allez aujourd'hui découvrir un parcours, comme je vous l'ai dit tantôt, hors du commun. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous invite à donc vous installer encore une fois confortablement parce que ça promet. Alors, El Hadji Gora Diop, on va parler aujourd'hui de votre parcours. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée en France il y a de cela 40 ans? Waouh! Ça remonte à très loin, mais autant que je puisse me souvenir, c'est un certain mois de novembre 1980. J'ai quitté l'aéroport Léopold Senghor. J'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy en compagnie d'un ami, Feu Abdelaziz, paix à son âme. Nous avons débarqué ensemble et nous nous sommes retrouvés dans un foyer d'étudiants en banlieue parisienne à Athis-Mons. Lui, il est resté à Paris. Moi, je suis allé à Grenoble. Et comme ça, le périple a commencé. Pour raccourcir un tout petit peu, il y a eu Grenoble, ensuite Toulouse, ensuite Lille, ensuite Roubaix. Alors, on va en parler beaucoup plus amplement tout au long de ce numéro. Alors, on rappelle que c'était il y a 40 ans, ce que tu viens de nous dire. Déjà, pourquoi partir? Pourquoi quitter le Sénégal pour la France? C'était un rêve pour moi, étudiant. J'ai obtenu le bac. Je voulais faire du journalisme. Et pour ce faire, je me suis dit il fallait que j'aie un bagage. Et c'est là que l'envie de faire Sciences Po m'est venue. Et j'ai fait l'Institut d'études politiques de Grenoble. J'ai passé 3 années là-bas. Et ensuite, je suis allé à Toulouse faire un diplôme d'études supérieures spécialisées. Et de Toulouse, je suis remonté à Lille, dans le Nord, pour faire le journalisme, à l'EJ, l'École supérieure de journalisme. Donc, en définitive, l'envie, c'était d'aller étudier, d'aller devenir journaliste et de parfaire un parcours. D'accord. Voilà. Bon, là, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on parle du parcours, on parle du départ, on parle du pourquoi, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, les lois d'immigration étaient moins lourdes, si je peux dire ça comme ça, qu'aujourd'hui. On le rappelle, tu pars en bonne et due forme, tu as tes papiers sur toi, tu pars légalement, si je peux dire ça comme ça, mais très vite, tu vas te retrouver en situation d'irrégularité.
tu vas te retrouver dans des situations qui sont un petit peu difficiles. Et j'aimerais que tu nous parles de ces défis pour qu'on campe le décor dès maintenant. Quels ont été donc les plus grands défis auxquels tu as dû faire face? Des défis, il y en a eu. Partir en 1980, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Le bac en poche, il fallait un billet d'avion, bien sûr, et à l'époque, une autorisation de sortie du territoire délivrée par le ministère de l'enseignement supérieur. D'accord. Il n'y avait pas de visa d'entrée en France, ça n'existait pas. Et quand je suis arrivé, j'ai fait mon parcours normal, les études et tout. C'était le plus simplement du monde. C'est lorsque j'ai intégré l'école de journalisme de Lille que ma bourse a été coupée. Ça n'a pas été renouvelé. Du coup, n'ayant pas obtenu de carte d'étudiant, d'inscription, c'est là que la préfecture de Lille a jugé nécessaire de me le refuser, me refuser le titre de séjour. Et ça a commencé là, un peu la galère. Ouais. Voilà, ça a duré une année, comme ça. Ça ne m'a pas empêché de continuer les études. Je suis allé à l'école, j'ai passé un petit moment en milieu carcéral, il faut le dire, à ces jeunes qui partent, que c'est des choses qui peuvent leur arriver. 2 mois de prison pour séjour irrégulier, défaut de titre de séjour. Et comment on le vit, ça? Comment on le vit? On est dans les années 80, les communications sont pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. On n'a pas de WhatsApp, on n'a pas de téléphone à portée de main comme ça. Comment on le vit? En 85, c'était dur. Voilà. On ne communiquait pas comme on le voulait avec la famille. Le téléphone, c'était pas à portée de main, comme tu viens de le dire. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas toutes ces commodités-là actuelles. On était un peu seul, on était encerclé, enfermé dans son truc, et il fallait avoir une force de caractère pour se motiver, pour s'en sortir et dire que bon, ça va aller. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Cette force-là, je sais pas, je l'ai puisée de très loin. C'est mon parcours de jeune Tivaouanois qui m'a aidé. C'est-à-dire, j'en ai vu des difficultés. Et en France, bon, être comme ça, privé de titre de séjour et se retrouver en milieu carcéral, c'était pas la fin du monde. Et au sortir de cette étape-là, au contraire, ça m'a poussé à envisager d'autres étapes. La première, c'était de dire, c'est une injustice. Pourquoi on m'a refusé le titre de séjour et pourquoi on m'a mis en prison? J'ai attaqué le préfet de Lille au tribunal administratif qui m'a débouté en premier lieu. J'ai interjeté appel. Je suis allé au Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État qui m'a remis dans mon droit, qui m'a indiqué que je pouvais réintégrer la nationalité française, étant donné que je suis né avant les indépendances. Et après, ça a commencé un parcours simple de Sénégalais. On va en parler de toute façon de ce parcours. Mais avant justement d'entreprendre toutes ces démarches administratives, est-ce que tu as à un moment donné ou à un autre eu envie de tout abandonner et de tout simplement rentrer au Sénégal? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est des passages dans la vie, c'est des étapes qu'il faut franchir. Et c'est là que je comprends certains jeunes qui ont très très envie d'y aller, qui veulent à tout prix immigrer. À tout prix, oui, mais pas au péril de leur vie quand même. On peut vouloir aller à l'étranger, on peut vouloir aller étudier, on peut vouloir aller travailler en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, que sais-je. Mais il ne faut pas le faire au péril de sa vie. Mais il faut être tenace, il faut avoir un certain caractère. Et à aucun moment, je n'ai songé baisser les bras et dire « ouais, je rentre au pays ». Parce que je savais ce qui m'attendait ici. Je suis né d'une famille... nombreuse quand même,
Et très vite, je suis devenu, par la force des choses, soutien de famille. Avec ma maigre bourse que j'avais, je venais en aide à mes parents, particulièrement à ma maman, puisque mon père, il travaillait, il est ouvrier dans le bâtiment. Et donc, d'où la nécessité de s'en sortir et de venir en aide à la famille, ce qui fait que à aucun moment je n'ai pensé baisser les bras. Comme quoi, avec une force de caractère, de l'ambition et de l'envie, on peut s'en sortir, même quand bien même on se retrouve parfois dans des situations très délicates, comme la tienne qui a été quand même extrême. Hein, je le rappelle, c'est difficile de se retrouver en milieu carcéral et de penser qu'il n'y a pas de bout de tunnel, qu'il n'y a pas d'issue. Tu nous prouves aujourd'hui le contraire. Donc tu t'en sors, tu deviens français. Tout à fait. Les études sont derrière toi. Il est temps d'entamer une carrière professionnelle. Par quel bout tu commences? Là, ayant fini l'école de journalisme en 85, j'en sors sans le diplôme, avec une attestation de scolarité, puisqu'ils ont trouvé que j'étais bon élève. J'intègre un quotidien local, La Voix du Nord, et qui est très connu. Et je suis admis au service des sports. J'ai passé 10 bonnes années. Et après, par le truchement d'un chef de service, Hubert Ledoux, qui m'a mis aux informations générales, j'ai pu pratiquer d'autres genres journalistiques, les reportages et tout ça. Et là, c'était le moment où je me suis dit qu'il y a autre chose que le journalisme, puisqu'à côté, le petit boulot que je faisais, c'était dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, je l'ai embrassée quand j'étais à Grenoble. Et j'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles comme réceptionniste. Et quand je suis arrivé à Lille, pour joindre les deux bouts, il fallait que je continue. Et je faisais les hôtels comme ça. Et après, il fallait faire venir madame. Ouais. Le mariage est arrivé en 89, 90. Et voilà, il fallait que les ressources augmentent. Et là, j'ai décidé de travailler à fond le journalisme, l'hôtellerie, d'autres petits boulots. Et là, j'ai dit aux jeunes qui sont actuellement en train de rêver d'y aller, ne vous refusez rien, toutes les portes sont ouvertes et il y a des possibilités dans tous les domaines. C'est-à-dire, il faut être multicarte. Tout à fait. Journaliste, hôtelier. S'essayer à tout et voir. Voilà, il faut s'essayer à tout. Et donc, étant pris comme ça par les soucis économiques, vouloir avoir de l'argent, vouloir faire venir madame et tout, ça m'a poussé à faire beaucoup de choses, beaucoup de boulot. Des petits boulots. Voilà, et des petits boulots. Et donc l'hôtellerie, ça m'a amené à ce que je suis devenu sur la fin, c'est-à-dire un hôtelier en plein temps. Ouais, on va en parler beaucoup plus amplement. Parce que ça, c'est aussi le plus gros de ton expérience à l'étranger. J'ai envie de dire que tu as fait carrière dans l'hôtellerie, hein, si on peut dire ça comme ça. En quelque sorte, oui, tout à fait. Mais avant qu'on en arrive à ce que madame vienne, c'est-à-dire ton épouse, c'est-à-dire ma maman, tu as dû faire face aussi à la vie sociale. Il n'y avait pas que la vie professionnelle. Comment, en tant que jeune Sénégalais, dans les années 80, 90, avec le racisme qui a toujours été là, qui a toujours existé, comment on vit? Est-ce que tu as fait face à des désillusions? Est-ce que tu t'es retrouvé parfois dans des situations un peu complexes où tu t'es dit, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à ma place? Très sincèrement, je n'ai pas vécu de racisme à proprement parler dans mon parcours. Je ne sais pas. Je me suis toujours dit que la personne, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, se doit de se respecter elle-même. C'est en se respectant soi-même qu'on force les autres à vous respecter. C'est-à-dire dans la tenue, dans la façon d'être, dans la façon de se mouvoir dans la société. On garde toujours en tête qu'on n'est pas chez soi. On est dans un pays étranger et voilà, ma foi, très sincèrement, je ne l'ai pas vécu directement, peut-être indirectement,
Mais c'est pas quelque chose qui t'a empêché d'avancer. Voilà. C'est pas quelque chose qui t'a ça m'a mis pas... des bâtons dans les roues. Très bien, voilà, tout à fait. J'ai, par exemple, à titre d'exemple, quand je parlais de petits boulots, j'en oublie. J'ai été surveillant dans un collège privé catholique de 450 élèves. J'étais l'unique surveillant. Et l'intégration s'est tellement bien faite que j'étais amené à un moment à surveiller la catéchèse. D'accord. Voilà, c'est-à-dire des gosses qui étaient venus là pour prier, pour machin. J'étais surveillant, j'étais là. Et il m'arrivait aussi de me mettre dans un petit coin, de faire ma prière. Et le chef de l'établissement, il le savait. C'est dire que... L'intégration, on parle de l'intégration par là. Et j'ai même par ce truchement voulu devenir professeur en sciences économiques et sociales. Et j'ai eu le prérequis, c'est-à-dire pour enseigner dans l'enseignement privé catholique en France, il faut d'abord être admis à un concours pour pouvoir postuler pour être professeur. Et ce prérequis-là, je l'ai eu, et ça a étonné beaucoup de mes collègues. Ils me disent, mais tu es musulman pratiquant, et tu as réussi à avoir le prérequis. Et j'ai dit, en fait, nous avons quasiment les mêmes valeurs. J'ai répondu naturellement et comme il se devait aux questions qui m'ont été posées. Et voilà, j'ai le prérequis. Mais malheureusement, au finish, je ne l'ai pas eu. J'ai loupé le concours de très peu et je n'ai pas voulu récidiver. J'ai arrêté et c'est l'année d'après que j'ai pris un hôtel. On y arrive. Entre 80 et 90 et 2000, on peut dire que tu as vécu plusieurs vies. Tout à fait. Mais c'est en 2000 que ton parcours va changer complètement. Carrément. Est-ce que tu peux revenir sur ce changement, ce revirement complètement de carrière? Tu passes quand même de journaliste à presque professeur. Et là, tu deviens par la force des choses gérant d'hôtel, hôtelier. Hôtelier, tout à fait. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Quelle est la personne, cette rencontre que tu as faite et qui a changé ta vie? On peut dire ça comme ça. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à force de combat, à force de ténacité, à force de vouloir s'en sortir, qu'on gravit les échelons, mais qu'on passe les étapes. Journaliste, professeur, hôtelier. En 2000, oui, c'est un ami, je peux dire c'est un ami, le directeur d'un hôtel où je travaillais, qui me dit, écoute, tu peux passer un test pour devenir gérant d'hôtel. Dans le groupe, je peux le nommer, le groupe Accor, un des plus grands groupes hôteliers du monde. Et j'ai fait le concours et j'ai été amené à diriger un hôtel de 2000 à 2024. Voilà, j'ai arrêté au mois d'octobre dernier. C'est pour dire que dans la vie d'un immigré en Europe, il faut rien se refuser tant qu'on a les compétences, tant qu'on a l'envie de faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a qui sont partis, ils ont des diplômes en médecine, ils se sont essayés à autre chose et ça leur a ouvert des portes. Il y en a qui sont partis avec un diplôme de mécanicien, ils se sont essayés à autre chose et ils s'en sont sortis. Bon, c'est ce qui m'a amené à persévérer et à être... le destin. Un hôtelier, et voilà. Alors, tu te retrouves dans l'hôtellerie. Comme tu l'as dit, pendant plus de 24 ans. C'est énorme. Tu en as vécu des choses en tant qu'hôtelier. Mais pendant tout ce moment, pendant ces 24 ans, à quel moment est-ce que tu te dis, ça y est, j'ai réussi. Tous les sacrifices que j'ai faits depuis mon départ du Sénégal en 80 finissent par payer. C'est-à-dire, quand j'ai pris l'hôtel en 2000, c'était un lourd challenge, puisque c'est dans une ville, une des plus pauvres de France, Roubaix, un hôtel qui était en passe d'être fermé, puisqu'il était situé dans une zone difficile, mal fréquentée, et ils m'ont dit à la sortie de ma formation que si je le voulais, ils me donnaient carte blanche, feu vert, pour faire comme je l'entends, pour diriger. J'ai pris. Et j'ai réussi à le réorganiser et à le remplir le plus normalement du monde avec une clientèle
ma foi, parfois difficiles, parfois moins difficiles. Mais le but, c'était de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire ouvrir mes portes à des gens nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin. Ouais. Et comme ce n'était pas la Côte d'Azur, il n'y a pas grand-chose à visiter à Roubaix pour ceux qui connaissent. Eh ben, j'ai ouvert mes portes à des associations qui faisaient du social et je les logeais à bas prix. Et ça fait que pendant le Covid, en 2020, voilà, la préfecture du Nord m'a approché en me disant: Monsieur Diop, on aurait aimé réquisitionner votre hôtel pour y loger les demandeurs d'asile, les sans-abri, les réfugiés et compagnie. J'ai dit: waouh, ça va être lourd. Ils m'ont dit: puisque tous les hôtels ferment, le monde s'était arrêté, on s'en souvient. Ouais. Et ça a été une belle expérience. Ils sont arrivés, je les ai logés et ça a étonné plus d'un. Et bon, la suite, je crois qu'on l'a partagé un peu. Pour revenir à ma question, je sais que tu n'aimes pas parler de réussite, que tu es peu enclin aux honneurs. C'est quelque chose que tu dis très souvent. Ouais. Mais je veux que tu nous dises à quel moment, après tout ce parcours, après tous ces sacrifices que tu as fait, tu t'es dit que tu as réussi. Il y a un moment où quand même tu t'es posé et tu t'es dit: ça y est, ça a fini par payer tout ce que j'ai fait. Oui, tu vas me pousser à le dire. C'est oui, quand j'ai été, pour ainsi dire, sous les feux de la rampe, c'est l'expression consacrée. Feu des projecteurs, ouais. Je suis passé. Oui, je me suis dit, moi qui ai fait du journalisme, moi qui ai travaillé un tout petit peu à la Voix du Nord, et je me retrouve à voir des journalistes me solliciter comme ça. Je peux citer le journal Le Monde, ils m'ont consacré une matinale, la Voix du Nord, le journal local, Nord Éclair, une télé comme Arte, ils m'ont invité. La grande radio que tout le monde connaît en France, RTL. J'étais leur invité pour la matinale. Je me dis: mais pourquoi tout ça? Mais à chaque fois, leur rhétorique, c'était: Monsieur Diop, ce que vous avez fait, c'est bluffant. Tous les hôtels ferment, le monde est à l'arrêt. Vous ouvrez vos portes à des demandeurs d'asile, à des sans-abri, à des réfugiés politiques. C'est fort. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Ma réponse était: je suis né, j'ai grandi dans une famille modeste et on m'a inculqué cette culture du partage. C'est venu comme ça. Ça fait... parce que je le rappelle, excuse-moi de te couper, pour ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui t'ont connu, qui te reconnaîtront à travers tous ces reportages que tu as cités. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus. C'est vrai que tous ces médias ont brossé un petit peu ton parcours, ont brossé un petit peu ta vie, d'où tu venais. Mais là, on en sait un peu plus et on veut encore en savoir un peu plus d'ailleurs. On va continuer. Mais c'est vrai que pour aussi le contexte, ça a été après le Covid. C'est ça. Donc ça aussi, tu l'as vécu comment, de te retrouver dans le social aussi? Là, on a quand même basculé du côté pro. Attention, quand l'hôtel en 2000, quand je l'ai pris, j'ai commencé à faire du social en 2002. Et le fait que j'ai ouvert l'hôtel à cette clientèle dite sociale, ça n'avait pas plu à la direction du groupe Accor. Parce que bon, l'hôtellerie en France, ça a des normes, ça a des trucs. C'est pas si simple que ça. Il dit: mais comment ça se fait? Il fait du social. Bon. Et quand je recevais d'autres clients qui n'étaient pas des cas sociaux, entre guillemets, ils étaient contents d'être mélangés à des personnes dans le besoin. Ils disent: mais c'est bien ce que vous faites. Ça se passe bien. On a bien dormi. On s'est retrouvés dans un cadre propre. Et il y a eu la sécurité, il y a eu l'hygiène. J'ai dit: c'est bien. Donc j'ai réussi. Mais pour dire que j'ai réussi, c'est difficile. On y revient. Mais bon, si c'est ça la réussite, j'admets, je suis d'accord. J'ai réussi dans ce sens, puisque j'ai fait ce que je voulais, et je l'ai fait avec l'aide de mon épouse, qui a été de tous les combats.
qui a décidé de vivre avec moi, de rester à l'hôtel avec moi, de partager mes peines, de partager mes difficultés et mes bonheurs. Et quand une grande télévision telle que M6 est venue passer 48 heures à l'hôtel pour faire un reportage de 5 minutes dans leur édition de la mi-journée, c'est là que j'ai eu à répondre que le bonheur, c'était ça. Je me retrouve à travailler dans un cadre qui me plaît et encore avec le soutien de ma famille, mes enfants et mon épouse. Justement, et tu y étais en partie. Oui, c'est un plaisir en tout cas. Justement, on parle de valeurs, on parle de principes, on parle de toutes ces choses-là qui sont propres au Sénégal, à la Teranga sénégalaise. Comment on garde toutes ces racines en étant plus de 40 ans en France? Comment on fait pour ne pas se déraciner? Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Oui. Beaucoup tendent à oublier leurs racines, à devenir d'autres personnes, à se laisser porter par la société française et par leur réalité et à oublier d'où ils viennent. Toi, tu n'as jamais oublié d'où tu viens. Comment on y arrive? Il y a le président poète Léopold Senghor. Peut-être tu t'en souviens pas, qui disait, il parlait de ce concept d'enracinement et d'ouverture. Moi, j'estime que j'ai été fortement enraciné dans mes propres valeurs. Je suis né à Tivaouane, j'ai grandi à Tivaouane, dans une modeste famille. J'ai fréquenté une famille maraboutique, la famille de feu Serigne Babacar Sy. J'y ai appris des choses et ces choses-là, ça vous suit toute la vie et les enseignements religieux aussi, ce qui fait que l'entraide, le fait de donner, de recevoir, c'est toute une... ça fait partie de mon être. Et en plus, il se trouve que bon, je n'ai jamais quitté le terroir à 100%, puisque il m'est arrivé de venir 3 à 4 fois dans une même année au Sénégal. Ça, j'y tenais et c'est à force de côtoyer le pays qu'on reste en contact avec, qu'on n'oublie pas, et ce qui fait que bon, on est peu exposé à la rupture. C'est un conseil que tu donnerais à toutes ces personnes? C'est un conseil que je donne à ceux qui partent et à ceux qui sont là-bas, autant que possible, retourner au bercail. Le chanteur Youssou Ndour l'a dit dans une de ses chansons, Tukki nan la waxee, Tukki neex na mais ñibbisi moo ko dàq. Voilà, donc il faut savoir partir et savoir revenir. Ça, c'est important. J'ai une question dont je connais déjà la réponse, mais je vais quand même te la poser. Aujourd'hui, après plus de 40 ans de vie en France, tu te sens plus français ou plus sénégalais? Bon, moi, j'ai obtenu la nationalité française par la force des choses. Voilà, le Conseil d'État m'ayant remis dans mon droit, ils m'ont autorisé à souscrire à une réintégration. Donc, français, je le suis sur le papier. J'ai une carte d'identité française. Je ne dirais pas que je le suis dans le sang, mais les Français que je côtoie, le milieu dans lequel j'évolue en France, je m'y sens bien. Je n'ai aucun problème. Des amis, des collaborateurs et tout, français, m'apprécient par rapport à ce que je fais et ils m'apprécient aussi comme je suis. Et c'est réciproque. Chacun reste un peu dans son petit coin. Et voilà. Donc, je me sens entièrement sénégalais. Je me sens profondément sénégalais. Mais je partage de très grandes valeurs avec ceux qui sont dans ce pays qu'est la France, qui nous a apporté beaucoup de choses. La langue que nous partageons là actuellement, le français, toutes les personnes qui vont nous écouter, qui ne parlent pas Wolof comme toi et moi. Bien évidemment. Et donc c'est un véhicule qui nous est très utile.
En fin de compte, réussir à l'étranger, ça passe aussi par rester soi-même. Tout à fait. Il faut. C'est important. C'est important. Rester soi-même et avoir toujours un œil sur ce qu'on a laissé derrière soi. Lorsqu'on part, c'est pour un avenir, c'est pour acquérir des compétences, acquérir des connaissances. On se frotte à d'autres réalités et il ne faut pas que cette quête de connaissances ou cette quête de compétences nous amène à oublier ce qu'on a laissé derrière soi. On a laissé des difficultés, on a laissé derrière soi la pauvreté, et il faut savoir venir en aide à ceux qui sont derrière nous et aider aussi au développement de son pays. Moi, je sais que beaucoup me disent pourquoi tu ne fais pas de la politique au Sénégal, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça. Et je me dis, il y a beaucoup de gens ici qui savent le faire mieux que moi. J'ai une amie, je ne la nommerai pas, qui est devenue Premier ministre de ce pays. On a fait ensemble la fac à Grenoble. Voilà. Elle a réussi à revenir et à occuper des fonctions éminemment hautes. Une autre amie qui s'est retrouvée secrétaire générale de la FIFA. Ça, c'est des personnes, je les vois, elles sont admirables à mes yeux. Oui. Et moi, je me dis, dans ce que je fais en France, si ça a suscité tant d'admiration, moi aussi, j'ai réussi ailleurs, là-bas. Et donc, chacun dans son coin peut se rendre utile et peut aider au développement de son propre être et au développement de son pays. Oui, je voulais en venir. C'est important de dire à ces jeunes, à toutes ces personnes qui sont désireuses de partir à l'étranger, que le destin est propre à chacun. De ne pas calquer son histoire sur l'histoire de quelqu'un d'autre, au risque d'être parfois déçu. Tout à fait. On a un destin qui nous est propre. Il faut avoir son identité, il faut avoir son âme et être perfectionniste. Quand je dis perfectionniste, c'est essayer toujours d'aller de l'avant, essayer toujours d'être le meilleur dans ce qu'on fait et de donner le meilleur de soi-même. Il y a un ministre français qui est d'origine togolaise, je crois, qui était dans le gouvernement de Pierre Mauroy, le premier gouvernement de Pierre Mauroy quand François Mitterrand est venu au pouvoir dans les années 80. Il s'appelait Kofi Yamnian. Je l'ai suivi dans une de ses tournées à Roubaix, s'adressant à des Sénégalais, Ivoiriens, des étrangers à Roubaix. Il leur disait, vous autres Africains qui vivez en France, vous êtes condamnés à l'excellence ou à l'exclusion. C'est important. C'est-à-dire, un étranger en France à côté d'un Français, il faut qu'il soit excellent, il faut qu'il soit meilleur pour qu'on puisse le sélectionner. C'est une réalité. Sans quoi, on va prendre le français. Donc, sa phrase-là, ça m'a marqué. Ouais. Vous êtes condamné à l'excellence ou à l'exclusion. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis à ceux qui tentent l'immigration, ceux qui veulent partir. Sachez qu'à tout moment, à tout instant, vous devez être les meilleurs. Sinon, vous devez être excellent pour pouvoir briller dans ce pays. Ça nous permet de rebondir et de parler actualité. Aujourd'hui, on est en 2025. Entre 80 et 2025, il s'en est passé des choses. Des présidents se sont succédés, les politiques ont changé. Comment toi, déjà, à ton niveau, tu as vécu ce changement et comment tu vois les choses aujourd'hui en France? En France, j'ai connu combien de présidents? Il y en a beaucoup. Pas mal. Pas mal. Voilà, à peu près 5, 6. C'est dire que là-bas, l'alternance ou les changements, c'est un peu la routine, si je peux dire. Le changement, il est que actuellement, les Français se cherchent. Ouais. Ils se cherchent parce qu'ils sont traqués, ils sont dans des difficultés, comme dans le reste du monde.
se cherchant, ils essaient d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et du coup, certains sont tentés d'avoir des boucs émissaires. Le bouc émissaire, c'est qui? C'est l'étranger. C'est-à-dire, c'est celui qui vient manger notre pain, c'est celui qui vient prendre notre place, c'est celui qui... Voilà, tous les malheurs sont jetés sur l'étranger, c'est le fautif. Et le revers, c'est que on va tenter de mettre des politiques qui vont dans le sens de restreindre cette venue des immigrés. Ouais. C'est ce qui fait que les extrêmes droites maintenant en Europe se réveillent et ils ont des discours, osons-le, disons-le, populistes, tendant à dire que la faute c'est aux étrangers, alors que c'est tout à fait faux. Moi je dis à ceux qui sont tentés de partir, il y a de la place pour vous là-bas. C'est important. Moi j'ai atteint l'âge de la retraite depuis 4 ans. Voilà, j'étais à mon solde, c'est pour ça que je n'ai pas pris très tôt. Mais ceux qui sont tentés d'y aller, la France est un pays, une population vieillissante. Il y a des métiers que les Français ne peuvent pas faire pleinement. C'est-à-dire il y a du sous-emploi. Ils n'ont pas assez de personnes pour les occuper. Et ils ont même trouvé une formule, les métiers à tension. Les informaticiens, si vous pouvez y aller. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, s'ils veulent, ils peuvent y aller. Ceux qui sont dans la restauration, l'hôtellerie, mon domaine, il y a de la place. À manger et à boire, il y a de la place. Ouais. Et voilà, donc c'est dire qu'il y a plein de choses que des immigrés peuvent aller faire. Bon, l'Espagne, eux, les pouvoirs publics espagnols, ils proposent de prendre des Sénégalais, de les amener pour faire la cueillette. Bon. Saisonnier, ouais. Saisonnier, c'est pas très fameux, mais c'est à prendre. C'est mieux que rien. Et ça permet de partir légalement, surtout. Ça permet de partir légalement. Mais sachez que l'Europe, c'est une population vieillissante et ils ont besoin de braves gens qui partent d'ici. Bon, maintenant, cet appel, ça peut ne pas plaire à certains ici qui vont me dire, ah ben si toutes ces bonnes têtes partent, Ouais. qui va travailler ici? Mais ici, il y en a. Il y en a, il y a qu'à On a voir une population jeune. Il n'y a qu'à voir les universités. Le nombre de diplômés qui en sort chaque année. Et voilà. Donc, il y a moyen d'en envoyer quelques-uns et d'en laisser quelques-uns ici, sur place. Et voilà. Et ton regard sur le Sénégal, comment il est? Donc toi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as fait quand même des allers-retours. Tu n'es pas non plus resté 40 ans d'affilée en France. Mais comment ton regard il a changé? Quand on vit à l'étranger, forcément, on a un regard qui est différent sur le pays d'origine qu'on a quitté. J'ai la chance d'avoir la double nationalité. Ouais. C'est-à-dire, je suis électeur et éligible en France, comme je le suis ici au Sénégal. Bon, là, je suis simplement électeur. Je n'ai jamais cherché à être élu. Ouais. Donc, mon regard, c'est que c'est un pays en plein essor. Quand je dis essor, économiquement, on ne le voit pas encore. Mais vu le dynamisme qui anime ces jeunes, vu leur volonté de s'en sortir, et vu la façon dont ils ont opéré les changements, quand je dis opérer les changements, l'alternance en faisant partir Diouf, une autre alternance en faisant partir Wade, une autre alternance en faisant partir le président Macky Sall. Actuellement, à la tête du pays, on trouve 2 jeunes, je peux le dire, vu mon âge, M. Diomaye Faye et M. Ousmane Sonko. Mais franchement, il n'y a qu'à leur faire confiance et ne pas être trop pessimiste et croire aussi en cette force de la jeunesse pour s'en sortir.
Il y a moyen, il y a moyen. Moi, je vois que le changement, il n'est pas loin. Et l'essor économique tant rêvé, le développement social tant rêvé, il n'est pas très loin. Il faut y croire. En tout cas, on l'espère fortement et on espère également que ce changement aussi inclura l'arrêt total de l'immigration irrégulière, de l'immigration clandestine. Ces dernières années, on a été confronté vraiment à des drames, des morts et des morts en mer. Comment on le vit quand on est en France, quand on est arrivé il y a plus de 40 ans par avion, comme tu le disais, par voie légale, et qu'on voit des jeunes se donner comme ça à la mer, se jeter à la mort à tout prix pour arriver en Occident. C'est très, très, très choquant. C'est très choquant, vu de là-bas, vu d'ici. La question qu'on peut se poser, comment des personnes peuvent-elles en arriver à sacrifier leur vie pour un meilleur avenir, pour chercher, moi j'aime pas le mot l'Eldorado, ça n'existe pas, mais pour chercher à s'en sortir au péril de leur vie. Ça c'est un peu incompréhensible. Mais moi j'ai une petite explication. Dans mon hôtel, il y a 2 ans, 1 an et demi, je reçois actuellement les MNA, les mineurs non accompagnés. Je les loge. Et là, c'est le conseil départemental du Nord qui m'a sollicité encore. Tout l'hôtel est occupé par des mineurs non accompagnés. Ils sont censés avoir moins de 18 ans. Oui. Ils sont de toute nationalité. Guinéenne, malienne, ainsi de suite et tout. Mauritanienne. Et quand ces jeunes-là, ils arrivent, ils sont logés dans un hôtel. Logés, nourris, blanchis. Et la plupart d'entre eux, ils ont des smartphones. Les nouvelles technologies. Donc, imaginez-vous, le jeune qui quitte les fins fonds du Mali ou de la Guinée, qui arrive en France, il se retrouve dans un hôtel, il prend son petit déjeuner, très copieux, il mange le midi, il mange le soir, on l'amène à l'école, on lui promet une formation et il voit qu'au bout du tunnel, il y aura un métier. Et tous les jours, il montre sa vie. Oui. Il dit, voilà ce que je vis en France. Comment peut-on empêcher à ces autres compatriotes de rester au pays, de rêver, de leur emboîter le pas? C'est ça, c'est le mirage. Le mirage, oui. Il y a un certain mirage qui s'opère, qui fait que ceux qui partent, ils décrivent ou ils montrent la situation. Ils ne décrivent même plus, ils le montrent. Maintenant, avec toute la technologie actuelle, voilà, c'est instantané. Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. C'est ça qui explique que les jeunes, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, ils auront toujours envie d'y aller. Parce que c'est ceux qui sont déjà là-bas qui leur montrent que ça va, que c'est bien. Venez. Mais ce n'est pas toujours rose. La réalité est parfois tout autre. La réalité est parfois tout autre. C'est toujours difficile. Moi, je me souviens d'une émission de télévision à laquelle le président Abdou Diouf avait participé. C'est l'heure de vérité de la deuxième chaîne de télévision française. Il disait, tant que les Occidentaux ne nous aideront pas à nous développer, aucune police, aucune gendarmerie, aucune armée ne pourra empêcher des jeunes de braver les océans et de vouloir un avenir meilleur. Il le disait comme ça, avec son ton. Et c'était la vérité, ça, il l'a dit il y a 30 ans. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et c'est encore actuel. Donc là aussi, il faudrait que la coopération internationale se réagisse et que les Africains trouvent leur compte dans les échanges et dans les coopérations que nous avons bilatéralement dans beaucoup de domaines. Tout le mal qu'on souhaite en tout cas à notre pays, à notre jeunesse, parce que c'est important aussi qu'il y ait des gens comme toi, comme vous, qui dépeignent aussi la réalité en fait, qui se trouve derrière l'océan. C'est pas toujours rose. Et il ne faut pas avoir honte aussi de rentrer au bercail quand ça ne marche pas.
Tout à fait. On a tous une chance ici. En tout cas, on espère que ça marchera pour tous ces jeunes aujourd'hui qui croient en cette nouvelle alternance. Alors, ton parcours, il a été riche, très rempli d'embûches et parfois aussi de succès et de réussites. Qu'aimerais-tu qu'aujourd'hui les jeunes qui t'écoutent, qui nous regardent, retiennent de ton parcours? Lorsque un journaliste m'a posé la question qu'est-ce qui m'a poussé à rester ici, pourquoi je fais ce que je fais en France et tout ça, j'ai répondu le plus simplement du monde que je fais ce que j'aime, je me rends utile à ma famille, à moi-même et quelque part aussi à mon pays. Puisque si je rentrais et ne pas avoir du travail, j'aurais gonflé le nombre de chômeurs étant restés ici. Qu'est-ce que je devrais leur dire pour qu'ils ne partent pas ou pour qu'ils... Bon, c'est de persévérer, d'y croire et de savoir qu'il y a toujours matière à faire dans ce pays. Moi, je ne m'explique pas qu'un jeune réussisse à mettre de côté 1 million ou 2 millions ou 3 millions de francs CFA et le confie à un convoyeur parfois malhonnête, parfois mal intentionné, pour tenter vraiment d'y aller sans savoir ce qu'il attend. Moi, je dis à ce jeune-là qui a réussi à avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, d'essayer d'ouvrir quelque chose, de faire prospérer une petite entreprise plutôt que de sacrifier cet argent-là et d'y aller. Bon, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais tant que la vie est là, l'espoir est là. Et l'espoir est permis à tout le monde. On n'a pas le droit de sacrifier l'espoir de quelqu'un, mais il ne faut pas que ces jeunes tentent l'expérience au péril de leur vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours espoir. J'ai l'habitude de terminer par un message, par le message que tu viens de lancer à la jeunesse et à tous ceux qui nous suivent. Mais aujourd'hui, j'ai envie de terminer par quelque chose de plus singulier, de plus particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à El Hadji Gora Diop de 26 ans, à l'aube de son départ à l'étranger? Qu'est-ce que tu dirais à ton petit toi? À El Hadji Gora Diop, quand il avait 26 ans? Ouais, tu lui dirais quoi, si tu pouvais lui parler là, 40 ans après? Rentre au pays, viens, il y a à faire, il y a de la place pour toi, mais c'est El Hadji Gora Diop là, il est tenté de te demander qu'est-ce qui m'assure que tu vas être juste avec moi dans la répartition des richesses du pays. Est-ce que je serai logé à la même enseigne que n'importe quel autre Sénégalais ayant le même diplôme? Puisque c'est ça le problème. Il y a une certaine injustice sociale qui prévaut dans ce pays, qui fait que la politique prend le dessus sur tout. C'est un volet, on pourrait en parler encore plus longtemps. Les jeunes, ils sont frustrés, ils sont déçus de voir, par exemple, un monsieur parti de rien devenir milliardaire en un rien de temps, tout simplement parce qu'il fait de la politique. Et ça, c'est très dangereux. Donner ce mirage-là aux jeunes, que c'est par le biais de la politique qu'on peut s'enrichir, c'est une fausse idée. Moi, journaliste, je rêvais d'être journaliste politique au Sénégal. Bon, j'étais un peu étiqueté point de vue politique. J'étais dans une certaine mouvance estudiantine étant en Europe et tout. Mais ceux qui sont ici, lorsqu'ils essayent d'émerger, lorsqu'ils essayent de lever la tête et de se mêler de certaines choses, des fois, on leur coupe l'herbe aux pieds. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire c'est au pouvoir public, c'est aux gouvernants d'aider à la promotion des talents
et de pousser les jeunes à être de plus en plus ambitieux plutôt que décevoir leurs rêves. Merci beaucoup, Aladji Gora Diop. De rien. C'était un plaisir. Merci papa. Je vais pas t'appeler par ton prénom. C'est déjà fini. C'est déjà fini. On arrive à la fin. On aurait pu encore parler vraiment pendant des heures. Je pense qu'on aurait pu, on peut le faire en plusieurs épisodes, mais on a voulu vraiment résumer ton parcours. Mais 40 ans en 45 minutes, ça sera jamais assez. Très bien. Mais c'est déjà beaucoup. En tout cas, j'espère que pour ceux qui nous ont suivis, c'est beaucoup et qu'ils en ont appris. Moi, c'était un honneur de te recevoir. C'est un partagé. plaisir. Après tous les médias que tu as fait, merci à Toftel Studio qui ont permis aujourd'hui cet échange et cette émission. J'espère que ça t'a plu. À toi, je te dis bonne continuation et surtout, persévère sur cette voie. Et comme tu l'as dit, Awa Claudine, qu'on salue. Eh bien voilà, il faut foncer, il faut y aller, il faut croire en soi et les portes vous seront ouvertes. En tout cas, on l'espère. En tout cas, vraiment, je tiens encore une fois à remercier Toftel Studio, cette équipe de jeunes, une équipe dynamique qui nous donne envie de rester au pays, qui nous donne envie de réussir ici, qui nous permettent de réaliser nos rêves comme celui-là, assise en face de mon père et de parler de son parcours et de sa vie. Et j'espère de vous inspirer. C'était un énorme plaisir et un honneur de vous présenter ce deuxième numéro qui s'intitulait « S'expatrier à quel prix ?» J'espère que vous avez aujourd'hui eu la réponse. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro sur Nuance et Scène. Au revoir.